Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Rendez-vous Trading. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Tino Bourse dans cette vidéo qui va partager avec nous son analyse concernant les indices américains, les actions et quelques matières premières. La question est, nous avons des marchés qui sont sur leur ATH, en tout cas qui collent leur plus haut historique. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est le moment d'investir et rentrer et se positionner sur les marchés ou attendre un retracement? Je vous souhaite un très bon visionnage et surtout, n'hésitez pas à partager votre avis avec nous dans la section commentaires. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rendez-vous Trading. Nous analysons ensemble le climat boursier en constante évolution pour vous accompagner au cœur des marchés. Volatilité, opportunité, marché où chaque fluctuation compte. Comprendre, c'est savoir s'adapter. Changement économique, c'est être prêt à saisir les meilleures opportunités. Marché Forex, matières premières, nous explorons pour vous les grandes tendances qui façonnent l'économie mondiale afin de vous donner une meilleure compréhension de ces mouvements. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Rendez-vous Trading. Et aujourd'hui, je suis accompagné avec Tino pour parler analyse et de la bourse. Bonjour Tino, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bah écoute, ça va super. Merci à toi pour cette invitation et bonjour à tous. Je suis sûr qu'on va passer une émission sympa. Eh ben, merci, le plaisir partagé. Théodore, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour l'audience et par la suite, on va attaquer l'analyse donc sur le sujet prévu de cette émission. Oui, je vais faire très très simple parce j'ai pas un parcours extraordinaire. Bon, moi, je suis un enfant de la finance et de la banque à la base. Je suis rentré dans le monde de la banque dans un très grand groupe bancaire à l'âge de 19 ans. En 2006, donc, septembre ou octobre 2006, 2 ans avant la crise financière des subprimes. J'ai fait toute ma carrière à la banque. Parallèlement à ça, j'ai toujours été sur les marchés financiers à titre perso. Et il y a 4-5 ans, j'ai commencé à publier un petit peu ce que je faisais sur les marchés, notamment en termes d'analyse technique, mais pas que, aussi un petit peu des analyses économiques, etc. Et visiblement, ça a bien plu puisque bah, voilà, les gens ont adhéré sur les réseaux sociaux. Ensuite, ils m'ont demandé de faire comme toi une chaîne YouTube pour partager des analyses de manière un petit peu plus visuelle et pédagogique, puisqu'à la base, euh, moi, j'ai fait toute ma carrière à la banque, mais à la fin, enfin, sur la deuxième partie de carrière, on va dire, c'était le travail de formateur que j'exerçais à la banque. Donc, je formais. D'accord. Mon métier coup de cœur, quoi, passion, que j'ai gardé. Donc, c'est ce que je fais un petit peu maintenant au travers d'une autre passion, si tu veux, la bourse et les marchés et l'investissement de manière générale. Donc, c'est génial, c'est absolument génial. Alors, il n'y a pas que des points positifs sur les réseaux, Bien évidemment. sûr, oui, c'est vrai que Hein, on c'est. le sait tous, mais bon, quand même, c'est un privilège. Je me sens comme un privilégié de pouvoir, comme aujourd'hui, voilà, donner mon modeste avis avec mes nombreuses erreurs, évidemment, parce que là-dessus, il faut avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de recul. Bien sûr. L'avantage, c'est que même si je suis pas vieux, je commence à être avancé dans l'âge puisque j'approche de la quarantaine. Donc voilà, on commence à avoir un petit peu plus d'humilité par rapport au marché financier et par Et rapport plus d'expérience aussi dans ce cas-là aussi. ouais, alors expérience, on va dire de l'expérience accumulée avec les erreurs accumulées. Oui, c'est là où on apprend de toute façon. Surtout dans la finance, bah, les erreurs, on en fait, on en fera toujours. Il faut juste après, voilà, c'est un autre sujet, mais côté de gérer son risque, etc. Mais est-ce que, alors, je vais te demander, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube? Moi, je la connais, mais pour l'audience, s'il veut aller Oui, visiter, regarder, de toute façon, on bien sûr. mettra après les réseaux dans la description. Bien sûr, c'est le podcast de la bourse. C'est le Oui, podcast de la bourse où tous les vendredis, il y a une analyse hebdomadaire, oui, ah, l'émission la ça, plus attendue, hein, qui dure des fois 1 heure, des fois une heure et ouais. demie, où là, je fais un petit résumé, un petit peu macro-éco, des projections aussi sur ce qu'on attend, là, les scénarios principaux, hein. Et ensuite, il y a carrément des analyses alors d'indices et beaucoup, beaucoup d'actions, puisque moi j'ai un public qui, comme moi, est beaucoup passionné par les actions de manière individuelle. D'accord. Donc, on analyse les actions françaises, européennes et américaines. Le but,
c'est pas d'analyser les actions qui vont le plus monter. Je suis pas, j'ai vraiment une démarche pédagogique, c'est-à-dire que je pars du principe que plutôt que de prendre les meilleures actions et d'analyser les meilleures actions en se disant bah, voilà les meilleures actions, je préfère largement recevoir les propositions des gens qui me suivent, qui sont intéressés peut-être par des actions qui sont peut-être de mauvaise qualité, et les prendre en analyse en vidéo et leur dire voilà, je pense que c'est une action de mauvaise qualité parce que telle et telle chose. Mais quand même, si vous voulez quand même insister, vous voulez quand même rentrer, ben, je peux quand même vous donner un plan avec surtout une porte de sortie. D'accord. Parce que la problématique, c'est que si je fuis ça, si je dis bah, ton action elle est pourrie, donc je te fais pas d'analyse, la problématique, c'est que on a tous quelque chose en tête qui C'est s'appelle ça. l'ego et j'ai raison. Et donc, du coup, on va quand même l'essayer. Et ces personnes-là vont l'essayer, vont peut-être se planter et vont pas avoir de porte de sortie. Donc, je préfère faire une analyse d'une action mauvaise et donner une porte de sortie à la personne en disant ben voilà, si ça fait -5, -10, tu sors à cet endroit, au moins tu prends ta perte, tu passes à autre chose et Ouais, tu te rends compte que plutôt que de laisser dans la haine entre trois petits points quelqu'un qui va accumuler dans la baisse d'une action de c'est mauvaise ça. qualité qui va jamais s'en sortir. Et pour le coup, parfois ça a des conséquences personnelles, voilà, Bien sûr. qui peuvent être malheureusement graves. Donc je préfère cette vision-là. Pour moi, c'est la vision de la pédagogie. Si c'est pour dire, regardez telle action, c'est magnifique, regardez Amazon, Google et Apple, ça fait que monter, c'est ce qu'il fallait acheter il y a 10 ans, Ouais. ça n'a Mais pas un réel intérêt pour moi, si tu veux, c'est ça. pédagogique. Et c'était il y a 10 ans aussi, donc après, voilà. Et c'était il y a 10 ans aussi. Voilà. Donc, la météo de la veille, voilà, c'est pas trop, trop C'est vrai. mon délire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet sur la finance et la bourse d'une façon générale et surtout on va parler de la situation des marchés en ce moment. Alors on entend un peu, on voit déjà des gros retracements, on voit aussi en même temps des marchés, en tout cas pour les marchés américains, des marchés qui collent quand même leur ATH. Ouais. Bon, la crypto, alors moi, c'est pas vraiment ma spécialité, donc je pourrais pas un peu en parler ou donner mon avis, mais en tout cas sur les marchés, euh, on voit un peu deux visages, alors ou deux styles d'investisseurs ou des traders. C'est que on a deux parties, une partie qui trouve ça tout à fait normal et limite, ok, il y a eu une augmentation de la volatilité, pardon, et une baisse sur les marchés. Oui, on a peut-être perdu 4-3% sur le Nasdaq depuis le mois de janvier. Mais il faut dézoomer un peu. C'est tout simple, là, prendre un graphique et puis regarder le Nasdaq depuis l'année dernière ou celle d'avant et se dire, OK, est-ce qu'on va s'inquiéter pour les 4% de baisse ou pas? Et à la deuxième partie qui est aujourd'hui, alors un peu dans pas dans la peur, mais peut-être dans la préparation d'une tempête. Alors tempête, quand on parle d'une tempête, c'est pas la fin du monde, hein, c'est des gros retracements sur le marché. Alors on trouve que c'est les cycles, c'est la façon classique où les marchés bougent. Donc voilà, je voulais vraiment voir ton avis. Ouais. Et donc je commencerai par la première question, donc sur les indicateurs pardon, macro et techniques qui puissent, entre parenthèses, nous donner alors un avis pas basé sur le feeling. Je pense que, à mon avis, au contraire, sur, alors, quel que soit, on va dire, mathématiques ou sur la macro ou sur le côté technique. Donc, si on parle un peu, par exemple, du S&P 500, on va prendre par exemple le S&P 500 ou les marchés US. À ton avis, si on se base sur ce point-là, est-ce que c'est inquiétant ou tu fais donc de la première partie ou la deuxième partie, c'est tout à fait normal, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché et il n'y a rien de grave, entre parenthèses, et on ne va pas créer la fin du monde. Bon, alors évidemment, là, il y a beaucoup de choses à dire. On Hmm, va essayer de rester dans la simplicité. Aujourd'hui, effectivement, on a des marchés, notamment américains, qui ont énormément progressé ces dernières années, qui ont porté des valorisations sur certains secteurs de manière relativement élevée par rapport à ce qu'on a vu dans l'histoire. Euh, Porté également, et il est vrai, par eh bien l'intelligence artificielle, hein, bien évidemment, hein, les valeurs tech, l'intelligence artificielle. Alors, toujours la même chose, lorsque tu regardes, tu prends un graphique, tu prends le comparatif entre la progression du S&P 500 et la progression des emplois, et tu t'aperçois aux États-Unis, et tu t'aperçois que les courbes sont très similaires.
Ce qui est D'accord. tout à fait logique, puisque effectivement, quand les emplois progressent, ça veut dire que l'économie va bien, et potentiellement, ça veut dire que les entreprises vont bien, et potentiellement, si les entreprises vont bien, ça veut dire que les indices qui sont composés de ces entreprises-là vont bien aussi, donc ils suivent une courbe qui est à peu près similaire. Ça a été vrai, ça a été très vrai jusqu'à, je crois, janvier 2021. D'accord. Et depuis, le paradoxe, c'est que depuis janvier 2021, on a le S&P 500 globalement qui continue de bien progresser et on a les emplois américains qui ne cessent de chuter. Qu'est-ce qu'il y a eu en janvier 2021? Il y a eu l'avènement de ChatGPT. Ok. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, on a des investisseurs qui partent du principe que le ralentissement économique vu dans l'emploi américain est largement compensé, même plus, par les revenus qui sont et qui vont être liés à l'intelligence artificielle. La véritable question que tout le monde se pose, et je n'ai pas la réponse, et personne ne l'a vraiment, et la réponse, on l'aura certainement dans quelques mois ou dans quelques années, c'est est-ce que le marché a raison de valoriser aussi bien les résultats liés à l'intelligence artificielle? Parce que j'entends, moi je pense qu'il a partiellement raison, mais j'entends aussi, si tu veux, le contre-argument de dire, très bien, l'IA, les gens qui sont mis au chômage, c'est compensé par l'IA, donc très bien, mais la problématique, c'est qu'au bout d'un moment, si tout le monde est au chômage, qui c'est qui va se servir de l'IA et qui c'est qui va... Parce que, tu vois, donc il y a ce contre-argument aussi, tu vois, qui est valable. Donc on est là-dedans. Et donc, si tu veux, il y a un peu, moi je suis vraiment entre les deux parce qu'il y a l'argument des pros intelligence artificielle qui disent que ça y est, c'est la révolution et que ça va définitivement révolutionner notre quotidien et surtout les revenus à venir. Et puis il y a ceux qui disent que bah, c'est comme potentiellement la bulle Internet, en ce sens que oui, potentiellement le marché a raison, mais il le valorise beaucoup trop fort et que, voilà, comme ça a été souvent le cas, hein, faut le dire. Donc aujourd'hui, si tu veux, on a des valorisations qui sont très, très élevées, malgré tout. Pas en bulle pour moi, à part sur voilà, certaines actions, mais pas en bulle, mais on a quand même des valorisations très élevées. Donc on a un marché qui, si tu veux, est un peu, je dirais, en phase 2 aujourd'hui. En ce sens que tu as eu une énorme progression, effectivement. Et là, d'ailleurs, tu le vois sur les 7 magnifiques, hein, on pourra montrer un graphique des 7 magnifiques, si tu veux. Tu as les 7 magnifiques. Tiens, je peux peut-être, si tu veux, partager un petit. Voilà, tu as les 7 magnifiques qui aujourd'hui, tu vois, depuis 6 mois, sont sur un top, une accumulation, une distribution, j'en sais rien. En tout cas, depuis 6 mois, qui font pas grand-chose, quoi. Ok. Tu vois. Donc ça, si tu veux, c'est un point qu'il faut surveiller parce que effectivement, si cette phase-là finit par casser par le bas, tu peux avoir des répercussions assez importantes. Alors, assez importantes comment dirais-je, les indices, mais pas forcément sur les actions de manière individuelle. Parce que si tu veux, ce qui a fait aussi la performance des indices américains, je vais peut-être couper mon partage pour pas que ça prenne trop de place. Euh, Attends, où c'est que je coupe l'écran, Alors, le tac, partage? sinon, moi, je peux le faire, Ouais, vas-y, ici. excuse-moi. Tac. Il n'y a pas de souci. Donc, je te disais, ce qui a fait la performance des indices américains ces dernières années, c'est notamment ces 7 magnifiques-là, qui ont eu, en plus avec eux, en plus des résultats exceptionnels, qui ont eu l'avènement ou la mise en lumière des ETF. Ok. Donc, ça a amené des flux supplémentaires. Et donc, comme ce sont des indices qui, pour la majorité d'entre eux, en tout cas le S&P et même un ETF World, par exemple, un ETF Monde, fonctionnent par des pondérations, donc on n'est pas sur des pondérations équitables entre toutes les actions du S&P Oui. 500, par exemple, Mm. eh bien, en fait, évidemment, plus il y a de flux, plus les grosses pondérations obtiennent des flux, et plus elles portent de plus en plus l'indice. Donc ça, quand tout va bien, évidemment que c'est magnifique, parce que c'est ce qui va engendrer la surperformance. La problématique, c'est que ce qu'on voit depuis quelques semaines, notamment, même je dirais depuis quelques mois, c'est que tu as des actions hors S&P 500, notamment le Russell 2000, qui est l'indice des small caps américaines, qui Mm. progressent plus,
que le S&P 500, par exemple, ou même le Dow Jones, par exemple. Ok. Voilà. Donc, si tu veux, la question pour moi, elle est là. C'est aujourd'hui que va décider le marché. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau catalyseur qui va aider les 7 magnifiques ou une partie des 7 magnifiques à casser par le haut et à relancer le truc? Ou est-ce qu'à contrario, on est tout simplement dans une phase, donc la phase 2 de digestion, et qu'effectivement, derrière, on va avoir ce qui ne serait pas un drame, hein, au vu de la progression, effectivement, tu l'as dit ces dernières années, qui serait pas un drame, on va avoir une phase de redistribution. Et finalement, tout à coup, le stock picking, c'est déjà le cas depuis quelques semaines, depuis quelques mois, le stock picking va revenir sur le devant de la scène et on va commencer à regarder au-delà des 7 magnifiques. Voilà. Bon, à noter aussi que la performance aussi du S&P 500, lorsqu'on la regarde, elle est en dollars. Oui. Et le dollar, depuis un an, il va pas bien. Donc, quand tu as un S&P 500 qui fait pas grand-chose et un dollar qui a perdu 10%, ça veut dire que finalement, ton S&P 500, il a pas progressé, quoi. Ok. Faut avoir conscience de ça. C'est, ça nous ramènera à la deuxième question. C'est que dans chaque, alors, c'est pas dans chaque crise, mais dans chaque période de peur ou ces périodes floues sur le marché, est-ce que toi, tu trouves que là, on doit être prudent, on doit attendre, ou se dire que non, c'est juste, on va dire, euh, un petit range qui va coller un peu les ATH, et donc j'attendrai pas peut-être un gros retracement, il viendra pas, et donc je vais essayer de chercher une opportunité d'entrer tout de suite, où tu seras dans la deuxième partie, entre parenthèses, la plus, alors pas impatiente, c'est pas un défaut pour la première partie, mais de se dire, bon, là, je vais attendre quand même un plus gros retracement, alors quel que soit sur les indices américains, sur les actions, et je rentre plus bas, quitte à malheureusement rater le mouvement si on continue à partir tout de suite et à partir de la semaine prochaine ou la prochaine réunion de la Fed, le marché est rassuré, ça repart à la hausse et tu n'auras pas ton retracement, donc tu pourras pas peut-être renforcer alors quel que soit sur les ETF ou de la spéculation, du swing, voilà, peu importe le type de trading. Donc à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, prudence et on attend un plus gros retracement ou on a un Nvidia ou Google ou Tesla qui arrête de faire des ATH derrière des ATH et donc c'est peut-être le moment de rentrer tout de suite. Bon, c'est une question, moi j'ai toujours connu hein, cette question-là, hein, C'est elle ça, date c'est pas le... d'aujourd'hui. Depuis que je suis en bourse, j'ai toujours entendu dire que c'était cher, que c'était trop haut, que c'était... Bon, ça c'est la question évidente que tout le monde se pose, que tout le monde se pose tout le temps, même je rajouterais. Hmm. Euh, Maintenant, soyons factuels. Effectivement, moi je pense que quand on regarde le marché dans sa globalité aujourd'hui, encore une fois, on est cher. Voilà, point. On n'est pas en bulle parce que je le pense pas, et deux, ce serait faux de le dire. On n'est pas en bulle, mais on est cher. Voilà, c'est un constat. Et on sait que sur ces niveaux de valorisation-là, l'espérance de gain à 5 ans, il est bien inférieur à ce qu'on a eu ces dernières années, soit à peu près 10% par an. On le sait. Donc, après, ce sont des probabilités. Si demain Bien le sûr. marché décide de partir en bulle, tu vas continuer à faire tes 10% par an. Mais en gros, pour moi, aujourd'hui, l'investisseur doit se poser une question simple. Est-ce que ce marché va partir en bulle ou pas? Si tu penses que le marché va partir en bulle, il faut investir. C'est tout le paradoxe. Il Bien sûr. faudra sortir au bon moment, ça c'est autre chose, mais il faut investir. Si tu penses que le marché va rester sur des normalités, pour moi, de manière générale, j'insiste sur manière Hmm. générale, il ne faut pas trop investir. C'est-à-dire, acheter les indices américains aujourd'hui, pour moi, l'espérance de gain à 5 ans, il est moyen. Voilà, il est moyen. Le ratio gain risque, il est moyen. Par contre, encore une fois, j'en reviens au stock picking, il y a de manière individuelle pour les personnes qui à la fois mêlent l'analyse fondamentale, l'analyse technique, on voit des dossiers qui reviennent sur des niveaux de valorisation qui peuvent être des premiers points d'entrée. Récemment, on a vu Microsoft passer sous les 400 $. Je ne dis pas qu'il faut faire all-in sur Microsoft, mais ça y est, ça commence à être des dossiers, de très beaux dossiers, qui commencent à revenir sur des premiers niveaux qui se regardent. Voilà, qui se regardent. Donc, voilà. Le seul truc qu'il faut bien comprendre, c'est que même si aussi tu as des dossiers de manière individuelle qui peuvent être intéressants et pourquoi pas effectivement picorer comme ça sur des Oui. dossiers qui reviennent sur des PE inférieurs à 25 avec des beaux niveaux de croissance, etc., des dossiers intéressants, il ne faut pas quand même oublier le fait que même si ce sont des dossiers quali qui sont revenus sur des niveaux de valorisation intéressants de manière individuelle,
Si le marché venait à décrocher de 20%, tes dossiers pas chers deviendront encore moins chers aussi. C'est la raison pour laquelle moi je suis un peu entre les deux. Je suis un peu entre ceux qui pensent que c'est trop cher pour investir et ceux qui pensent que de toute façon le marché ne peut plus baisser. Moi je suis un peu entre les deux. Donc je suis pour le stock picking sur certaines valeurs de manière individuelle qui sont pas chères parce que éventuellement, de toute façon, à terme, tu as quand même sur ces niveaux de valorisation-là, un ratio gain risque intéressant. Mhm. Mais en même temps, je dis, OK, faites attention, ne faites pas all-in maintenant. Gardez quand même un peu de cash parce qu'il y aura probablement à un moment donné des opportunités et de la volatilité qui amènera des opportunités. On est dans une période, c'est la troisième année électorale américaine. Et puisque c'était novembre 2024, on a fait 2025, quoi. On est en 2026, c'est la troisième année. La troisième année, historiquement, est une année comme ça, est une année de zigzag. Voilà, on le sait, c'est cyclique, ça peut évidemment changer, ce sont des probabilités, mais on sait que statistiquement, c'est une année un peu comme ça, voire une année un peu baissière. On sait que généralement, le premier trimestre, habituellement, au vu de la saisonnalité, est plutôt pas mal jusqu'à avril, et après, potentiellement, de mai à octobre, grosso modo, c'est un peu compliqué sur les marchés. Donc, la question, c'est de se dire, pourquoi pas sur ce premier trimestre, essayer d'aller chercher du stock picking avec quelques petits dossiers moins chers, et éventuellement, si le marché peut bien nous offrir de la volatilité entre mai et octobre, éventuellement, aller chercher un petit peu de stock picking, parce que par contre, la dernière année, juste avant les nouvelles élections électorales américaines, est souvent une très bonne année. Voilà. Ok. Donc, grosso modo, là, je te fais je me mouille un petit peu, Bon, hein, mais c'est bien, hein, c'est bien. Non, mais, après, mais l'objectif, c'est de rester un peu neutre et avoir une vision. On n'est pas ici, voilà, pour dire que c'est le moment d'investir ou pas. C'est au contraire, hein, c'est vraiment de dézoomer un peu sur le marché, voir le contexte, la condition du marché ou les conditions de marché en ce moment, et se dire, bah, si on a ces deux scénarios, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on price tout de suite un achat et puis comme disait Tino, donc l'augmentation des marchés, puis on est encore sur une bulle, puis les marchés vont aller chercher des ATH, et bah c'est le moment. Et si bah on est un peu prudent, on va dire, alors c'est même pas une question de prudence, mais oui, voilà, c'est un mélange entre la prudence et la patience, c'est dire non, là on est très haut, très cher, donc on va attendre un retracement, bah, quitte à rater le mouvement, que ça retrace pas et ça part directement. Voilà, c'est pour ça on reste dans ces deux contextes. Et ce qui nous ramènera à la question donc de qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, en tout cas sur le marché, ou qui peut faire exploser la volatilité, alors quel que soit sur le VIX ou le VXN, ou euh, qu'est-ce que, à ton avis, où le marché attend, alors quels que soient ces data macro ou ces mouvements techniques, entre parenthèses, sur le prix, qui pourra se dire, OK, maintenant, on est arrivé sur des niveaux dangereux, et là, par contre, le scénario d'un gros retracement euh, commence à avoir une plus grosse probabilité d'aller continuer la hausse directement. alors, il faut observer le comportement de cette magnifique, déjà, premièrement. Et après c'est des niveaux techniques. À partir du moment où le S&P 500, quand tu le regardes, il est toujours dans un canal haussier. On a retracé un peu. On est on est quand même sur le premier tiers du haut de ce canal. Donc pour le moment, moi, tant qu'on est dans ce canal-là, si tu veux, pour moi, c'est des achats sur repli, quoi, dans ce canal-là. Et le plus bas possible, évidemment, dans le canal. Si effectivement ce canal haussier, on casse par le bas dans quelques semaines ou dans quelques mois, bon, là, on pourra s'inquiéter, mais c'est pas mon scénario privilégié, hein. Moi, je pense que le marché va continuer de monter à terme. Simplement, il est tellement monté, on a tellement tout bien valorisé qu'à un moment donné, ben, il faut aller chercher des acheteurs qui soient intéressés un petit peu plus bas. C'est tout, mais c'est naturel. C'est tout à fait naturel et il n'y a rien de. Voilà, c'est pas pour autant qu'il faut appeler au crash, etc. Et puis bon, Trump, c'est quand même l'homme de la finance. Il a toujours fait ce qui était nécessaire pour pouvoir maintenir les marchés hauts, donc on peut lui faire confiance là-dessus. Ça peut avoir des répercussions graves in fine, ça c'est un autre sujet, Mm. mais sinon, bon, voilà, il arrosera, il fera ce qu'il faut. Il a mis une pression folle ces derniers mois sur Powell pour qu'il baisse les taux. Euh, donc là, il a nommé a priori Kevin Warsh là, à la tête Oui. de la Fed. Bon, voilà, il fera ce qu'il faut de toute manière pour garder les marchés américains hauts. Donc, si tu veux, moi, voilà. Après, bon, ça, c'est pour les indicateurs techniques. Les indicateurs macro, aujourd'hui, moi, l'indicateur macro qui me pose le plus de problèmes, c'est le taux de chômage américain. Le taux de chômage américain
qui ne cesse d'augmenter, qui arrive sur un niveau un peu critique où on est à 4,4-4,5% de taux de chômage. Et historiquement, lorsqu'on dépasse les 4,5, 4,6, en général, ça annonce une récession. Oui, Et si tu veux, tous les indicateurs, le taux de chômage, c'est le dernier indicateur qui bouge, c'est l'indicateur le plus lent et à la baisse, enfin à la hausse pour le taux de chômage pour le coup, et c'est aussi celui qui met le plus de temps c'est celui qui met le plus de temps à se dégrader et s'améliorer aussi. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que tous les indicateurs autres que le taux de chômage sont quand même dans le rouge. On a des inversions de courbe de taux, on a beaucoup d'indicateurs qui se sont retournés, etc. Et le dernier, c'est celui-là qu'on attend, et celui-là ne cesse également d'augmenter. Là, on plafonne depuis quelques mois on a fait 4,6 le mois d'avant, on est revenu à 4,4, donc on est là-dedans. Moi, je pense que si cet indicateur-là bascule, si on a à nouveau une hausse du taux de chômage, je pense qu'il y a un gros risque de récession aux États-Unis. Voilà. ok. Et Et donc, ça entraînera de la volatilité, hein, c'est certain. ok, ça ramènera, donc là, on reviendra sur le sujet de la Fed. Euh, donc, ça complétera peut-être ton retour, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Fed, sur quel détail, entre parenthèses, sur le marché qui va faire un focus? Alors, est-ce que, donc là, on a parlé d'emploi, ou est-ce que, pardon, il y a encore cette histoire d'inflation, on va regarder le CPI, ou c'est quoi pour toi le premier détail où la Fed, elle va être focus à 100% et qu'elle prendra à la limite sa décision, alors pas basée que sur ce détail macro, mais voilà, qui prendra une très grosse partie des inquiétudes de la Fed. Bon, alors, c'est une super question. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que Powell a fait un mandat exceptionnel. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, mais je pense que Trump avait raison sur le fait que, et Ok. d'ailleurs, le futur lui a donné raison, sur le fait qu'il aurait dû baisser les taux plus vite aux États-Unis. Powell, il a mis du temps post-Covid à les remonter, et il a mis du temps, alors, il a mis du temps à les faire pivoter. Même, pour dire, même, comment elle s'appelle la présidente de la Banque Centrale Européenne, Lagarde, Christine Lagarde, même elle est allée plus vite que les C'est Américains. vrai. Une Et c'est première, je historique. crois, si je me trompe pas. C'est Une historique. première historique, ouais, Donc, c'est quand même. Alors, oui, le contexte macro n'était pas le même, je suis d'accord. Mais quand même. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, me marque. Et si tu veux, Powell, il n'a cessé de dire je ne baisse pas les taux parce que j'ai encore des doutes sur l'inflation. Et l'inflation n'a fait que baisser. Et même certains pumps sur des matières premières n'ont pas lancé l'inflation. Et maintenant, on a une inflation, effectivement. Donc, Trump a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus et a beaucoup mis la pression à Powell. Powell a mis du temps. Et pour moi, quelque part, c'est un peu pour ça qu'on a un taux de chômage aussi qui est en difficulté aux États-Unis. Maintenant, bon, ça, c'est le procès vis-à-vis de Powell. Maintenant, ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que la situation n'est pas évidente à gérer quand on est président des banques centrales. Parce que tu gères, si tu veux, alors, la Fed a des armes de destruction massive en main. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir fou. Mais elle a une grande difficulté. C'est que certes, elle a des armes exceptionnelles, mais le problème, c'est que quand elle agite une arme, ça a des conséquences minimum 6 à 10 mois, à 12 mois plus tard. Oui, c'est très long, ouais. Et donc ça, c'est compliqué, tu vois, à gérer. Parce que tu baisses les taux, mais tu ne verras que les bénéfices de cette baisse de taux, par exemple, que dans potentiellement un an. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. J'ajoute qu'il n'y aurait rien eu de pire, et Powell ne l'a pas avoué, mais moi, je suis persuadé que c'est ça. Il n'y aurait rien eu de pire pour les marchés que Powell baisse les taux et que derrière, il y ait une reprise de l'inflation et que potentiellement même ils soient derrière obligés de les relever. Ouais. Alors là, ça aurait été un signe noir pour moi, pour les marchés, parce que tu aurais eu une perte de confiance, tu aurais eu la sensation, les investisseurs auraient eu la sensation que Powell ne maîtrise absolument rien euh, et qu'il ne gère tout son domaine. Donc il a préféré être en retard plutôt que de faire machine arrière. Et tu vois, là, pour le coup, c'est quand même une circonstance atténuante et on peut le comprendre, tu vois. C'est La plus la situation. prudence.
C'est Ouais. plus la prudence que anticiper ou se dire, tiens, c'est le moment de baisser, puis après on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais. Il a préféré sacrifier quelques emplois américains en se disant de toute façon, on pourra derrière faire quelque chose, plutôt que de se retrouver dans un cercle vicieux Mm. où du coup, il maîtrise plus rien et ça part dans... Évidemment, Trump, comme il n'avait pas cette responsabilité-là, bah, lui, il a mis la pression parce que lui ne voit que l'économie et que son bilan, finalement, se Bien sûr. résumera au taux de chômage et au pouvoir d'achat des Américains. Voilà, c'est ça, hein. Bien sûr. Donc voilà. Alors, il a contré ça d'une manière différente, notamment avec les droits de douane. C'est vrai compenser comment dirais-je, ce manque à gagner là, quoi, sur Mm. l'économie américaine, quoi. Voilà. Ok. Euh, alors, aujourd'hui, j'ai mon portefeuille d'actions, d'indices, d'ETF, donc investissement ou spéculation. Comment on peut le gérer aujourd'hui? Alors, comment on peut euh, anticiper, si on est dans ce scénario, anticiper un scénario de baisse? Alors, encore une fois, de restant vraiment d'une manière neutre, mais de se dire, est-ce que je coupe ou je sors de mes actions parce que on est trop haut, ça peut retracer. Mais si je coupe mes actions et le marché repart par la suite à la hausse, eh ben, c'est dommage parce que j'ai un manque à gagner. Donc, est-ce qu'il y a une autre manière de sécuriser son portefeuille? Alors, quitte à, par exemple, être investi aux États-Unis, mais aller chercher dans d'autres pays, ou prendre, donc rester 100% aux États-Unis, mais prendre d'autres secteurs, pardon, de se dire, OK, si les marchés retracent, eh ben, je sais que ces 2, 3, 4 actions que j'ai en portefeuille vont monter ou vont stagner, et puis ça va équilibrer la volatilité de mon portefeuille. Je ne serai pas à moins 50, moins 30% de drawdown en l'espace de, par exemple, 2 ou 3 semaines ou un mois. Bon, évidemment, la question est légitime. Ce qui a été fracassé ces dernières années, c'est les fameux portefeuilles équilibrés, les portefeuilles notamment All-Weather de Ray Dalio, parce qu'ils ont sous-performé. Ils sont sous-performés pourquoi? Parce que les marchés, notamment américains, ont eu des performances exceptionnelles et ont été très très bien valorisées. Moi, je pense que depuis l'année dernière déjà, on est sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que on a vécu l'année dernière beaucoup de rotation. Rotation d'abord sur les pays émergents, hein. Oui, Pays émergents, ça fait 15 ans que tout le monde dit ça, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Et puis depuis un an, c'est ce qui surperforme. Sur les small caps, également, pareil, rotation. Sur les values, on le voit, c'est un peu plus récent. Sur les values, on voit qu'il y a des flux qui reviennent beaucoup sur les values. Et enfin, les matières premières et les métaux précieux. Purée, oui, qu'est-ce qu'on a eu comme performance ces c'est derniers mois vrai. sur les matières premières et les métaux précieux? Finalement, moi je pense que, je le disais l'année dernière, donc pour le coup, je ne peux que continuer à le dire, c'est que je pense que les portefeuilles effectivement diversifiés et équilibrés vont à la fois avoir moins de drawdown, de baisse lorsque les marchés actions baissent, mais ça a toujours été le cas. Bien sûr. Mais même, je pense qu'ils vont surperformer. Nous, sur le podcast de la bourse, moi, j'ai proposé, je donne un portefeuille, que j'ai appelé portefeuille forteresse, leurs actifs, il y a du Bitcoin, tout ça, Oui, on fait le suivi tous les mois, etc. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire à la newsletter et tu reçois le portefeuille, oui. etc. Bon, bref. Et ce portefeuille-là fait depuis novembre 2024, donc depuis un an, même pas un an et demi, hein, depuis un an et quelques mois, fait 14%. Ouais, donc c'est 14%, avec un drawdown, je crois, de 3%, je crois. c'est ça. Donc Alors quatorze qu'il y a pour eu cent avril, en jouant aussi la sécurité sur son portefeuille côté drawdown. en mélangeant plusieurs actifs, en mélangeant des actions, il y a un petit peu d'obligations, il y a des pays émergents, il y a un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum, il y a de l'or, il y a des matières premières. Donc, on donne les ETF qui vont avec et tout en plus. Donc, voilà. Et ça marche très, très bien. Et je pense que ça va continuer de très, très bien marcher. Et là, pour le coup, tu dors tranquille si tu veux, parce que tu te dis, bah, si les marchés baissent, bah, du coup, moi, je vais avoir des compensations sur d'autres actifs. Alors, je vais peut-être pas avoir des performances exceptionnelles, mais au moins, je vais avoir une baisse qui va être très largement amortie. Parce que si tu veux, pour moi, nous, les créateurs de contenu, je m'inclus dedans,
on a un tort énorme, énorme pour les gens. C'est-à-dire qu'on fait, allez, on va dire qu'on fait de l'éducation financière, de qualité, etc. Mais lorsqu'on parle des indices, on a tous un tort, c'est qu'on montre le S&P 500 et on dit, regardez, à chaque fois que le S&P 500 perd 30%, ça vaut le coup d'acheter puisque derrière, on fait des nouveaux plus hauts. Mais la problématique qu'on ne dit pas, qu'on sait, mais qu'on ne dit pas, c'est que quand tu as une baisse des marchés et des baisses de portefeuille de particuliers de plus de 20%, tu as Ah, 80% des particuliers qui vendent. ouais. Et ça, c'est la stat. Alors, j'ai une stat, moi, de 2019. Alors, on va me dire, c'était 2019. En fait, c'était pas il y a 30 ans. Hein. Oui, oui, Je c'est veux bien ça. croire que l'éducation financière a énormément Ah, ouais. progressé en 5 ans ou en 6 ans. Mais enfin, bon, 80% des investisseurs, en 2018, quand il y a eu la baisse de plus de 20%, ils ont vendu. Et ils ont vendu presque au plus bas. Donc, si tu veux, pour moi, la recherche de la performance, on la met toujours en avant et c'est une erreur majeure. Voilà. C'est une erreur majeure. Ce qui compte, c'est la recherche de l'équilibre entre la performance et le drawdown toléré. C'est ça qui compte. Voilà. C'est OK, toi, comment tu vas vivre un moins 20 sur ton portefeuille? Comment tu vas vivre un moins 30 sur ton portefeuille? Comment tu vas vivre un moins 40 sur ton portefeuille? Voilà. C'est vrai. Et moi, je peux te garantir, des crises, j'en ai vu depuis 2006, et je peux te dire que chaque crise, même moi, même moi, à part peut-être celle du Covid, parce que bon, j'avais commencé à en avoir quelques-unes, mais même moi, des fois, je me dis, putain, celle-là, c'est peut-être la dernière, tu vois. Oui, c'est ça, on l'a toujours, ouais. Tu as le doute. Alors, C'est j'imagine vrai. moi, j'imagine C'est ceux vrai. qui démarrent, là, je Ouais. vois C'est la panique. tous ces mecs là sur les réseaux sociaux qui montent leur portefeuille depuis un an, qui fait que monter, c'est facile, la bourse, c'est facile. Ils ont rien connu. Quand ils vont prendre C'est moins vrai. 20 à la gueule, ils vont paniquer comme tout le monde. Ils vont acheter au début. Au début, ils vont dire, moi, j'achète, moi, j'achète, moi, j'achète. Mais quand leur portefeuille va faire moins 40 et qu'ils auront plus de cash, là, ils vont se dire, bon, ben là, je joue quand même ma vie, quoi. Mm. Donc c'est ça. Pour moi, la gestion de la tolérance au drawdown, elle doit être importante. Et ça se calcule en amont, pas après. Ok. C'est-à-dire, on peut placer, alors, soit, par exemple, on a dans le même portefeuille, se dire que 80% de la totalité de mon capital, elle sera sur un drawdown, par exemple, de moins 5%. Donc, je vais essayer de tout faire et bien le rééquilibrer pour ne pas dépasser ce drawdown. Et les 20% qui restent, bah là, je vais essayer de chercher plus de risques et pourquoi pas mettre 10, 15 ou 20% de drawdown. Et de toute façon, c'est un peu comme dans la vie d'une façon générale, plus, alors si on maîtrise bien son sujet, etc., bien sûr, hein, mais plus on met du risque, plus la performance, elle va être grande. Et quand on va mettre 5% de drawdown, bon, ça arrive parfois, on l'a pris, puis le contexte, le marché a fait que ça a décalé directement, et puis là, on a fait 15, 18, 20, 30% cette année pour X raisons, mais c'est pas quelque chose qui vient tous les jours. Donc aussi, peut-être, le fait de dire ou de comprendre si je mets 5% de drawdown, je ne vais pas aller chercher 50% sur mon portefeuille, c'est tout à fait Ouais, logique. ouais. Et si je mets 20% de drawdown, oui, là, je vais aller peut-être chercher le double ou 20%, mais on a quand même 20% de drawdown. Donc Il faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'en fait, le piège pour les investisseurs, et là, je m'adresse surtout aux plus jeunes investisseurs, mais pas que, c'est de se mentir. De se dire, moi, je serais capable sans problème de supporter un drawdown de 30%. Voilà. Parce que la réalité, c'est que quand tu es à moins 30 et que tout le monde m'a dit ça va aller beaucoup plus bas, tu sais plus quoi faire. Et si tu es all-in, tu te dis est-ce que ça vaut pas le coup que je vende pour acheter un peu plus bas? C'est naturel, c'est Bien humain. sûr. Voilà. Donc, si tu veux, il faut pas se mentir dès le départ, dire ok, je suis jeune, je connais pas encore, je sais pas ce que c'est la volatilité. Parce que la volatilité, purée, quand tu l'as subie, c'est d'une Ouais. violence. Moi, à chaque fois, moi, c'est un truc qui m'a toujours C'est marqué. Hein. dur, hein? C'est... Mais ça m'a toujours marqué, ça. Ça m'a toujours marqué. Mais purée, mais quelle violence quand même, c'est Mhm. incroyable. Et tu as beau l'avoir vécu, quand tu le reviens à nouveau, tu te dis purée, mais c'est Ouais. incroyable. Ce que le marché est capable de faire, ce que les gens sont capables de faire, c'est hallucinant, quoi. C'est vrai. Et il y a un point, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis Ouais. sur ce côté. Alors, pendant ces périodes, donc pendant où la volatile explose, les marchés retracent, est-ce que tu penses que aussi, ce qui fait un peu paniquer les investisseurs, c'est le flux de news qu'on voit partout? Parce que quand tout va bien, on entend un peu parler des indices, ok, ça monte. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de normal, mais un indice,
alors si on se base sur l'historique, bien sûr, hein, il fait que monter. Le S&P, il a coté entre parenthèses de zéro et aujourd'hui, il frôle les 7000. Le Nasdaq, il est à 25 000, etc. Le Dow, là, il est sur des ATH à 50 000, etc. Mais donc, est-ce que pendant ces périodes, on a un retracement? Et là, alors je sais pas, est-ce que c'est l'algo des réseaux, de YouTube ou même à la télé, et on entend que crise, telle action, telle société, telle action, elle est revenue presque à zéro, la banque centrale, elle doit racheter deux, trois banques, où les gens, ils retirent leur cash, et ça fait, même si on n'a encore pas touché notre setup rouge, côté macro, côté graphique qu'on avait fixé avant cette situation, et bah ça nous pousse un peu à paniquer et se dire mais mince, je dois vendre, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même, on va prendre peut-être 20-30% de plus. Sauf que peut-être c'est que la fin du retracement et que le marché part. Donc ces flux de news, pardon, est-ce que ça joue sur la peur des investisseurs ou de ton côté, tu trouves que c'est juste le côté humain, on a peur, on liquide et puis on part? Bah, les deux. Alors, il y a beaucoup de choses à ce que tu viens de dire. Premièrement, effectivement, le flux de news est anxiogène et pousse les gens à vendre. Euh, Ceci étant, quand Emmanuel Macron a annoncé le confinement en France, le premier confinement Covid, Oui. d'accord, on avait fait le point bas sur le CAC 40. Le jour où il annonce le confinement, le lendemain, les marchés repartent et ont fait un point bas historique. Il faut le savoir. Donc tu annonces, tu as le président de la République qui t'annonce la pire chose qui puisse arriver pour un pays, c'est-à-dire on ferme toutes nos entreprises, à part celles, bon voilà. Donc tu as, la pire news qui puisse Ah arriver ouais, pour une économie, c'est et vrai. tu as le marché qui, à partir de là, décide de repartir à la hausse et d'aller derrière, quelques mois plus tard, faire des nouveaux plus hauts historiques. Donc déjà, ça, c'est un élément qu'il faut comprendre. Deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit que les actions ne font que monter, c'est faux. Les indices ne font que monter. Oui, Pourquoi? Parce que quand on dit euh, la gestion passive, quand on parle de gestion passive en parlant des ETF, là aussi c'est faux. La gestion passive, ça n'existe pas pour des ETF. Parce que les actions qui sont à l'intérieur de tes ETF ne font que changer en permanence. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça monte. Donc c'est parce que tes ETF sont en gestion active qu'ils ne font que monter. S'ils étaient en gestion passive, probablement qu'il n'existerait plus. Tu sais combien d'entreprises aujourd'hui sont dans le Dow Jones alors que par rapport à dans les années 80 par exemple, tu sais oui. combien il en reste? Je pense, ouais, c'était dans les. Alors, moi, depuis sa création, mais je crois que c'est zéro, il n'y a plus Ah, depuis aucune. sa création de zéro, mais depuis les années 80, il y en a trois. Ouais, donc oui, Toutes, ça. elles ont ou disparu, ou liquidé, ou racheté, ou elles n'existent Ouais, plus. c'est ça, hein. C'est. Parce que le monde change, mais c'est sain, c'est normal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, c'est justement la gestion active qui fait que tes indices montent. Donc, ça veut dire quand même que de croire que tu achètes 20 actions dans ton portefeuille et tu les oublies et que tu reviens dans 20 ans, tu risques d'avoir de grandes difficultés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ou alors, il va falloir que tu sois extrêmement bon dans le choix. Parce qu'aujourd'hui, tu prends du Amazon. Bon, je le dis, c'est mon action préférée, donc je me mouille d'autant plus. Mais Amazon, ça doit être mon action préférée. Je trouve que c'est un mastodonte, que c'est énorme et que je pense que ça sera toujours là dans 50 ans. Mais pour autant, c'est pas sûr du tout que dans 20 ans, il n'y aura pas un Amazon 2 qui va venir, qui va. C'est un Tu sais pas concurrent ce qui qui va va. arriver. Oui, bien sûr. Toutes les actions qui se sont pété la gueule, que j'ai vu se péter la gueule, des actions françaises qu'on a vues, notamment les téléperformances, les Worldline, toutes ces actions-là, il fallait les avoir en portefeuille. Si tu les avais pas les Orpea, j'en parle même pas. Si tu n'avais pas ça en portefeuille, tu étais un imbécile. Ouais, c'est ça. Tu étais un imbécile. Donc, voilà, je parle même pas du secteur auto, les Renault, les Stellantis, si tu n'avais pas les Unibail, tout ce que tu veux, quoi. Si tu n'avais pas ça en portefeuille, tu étais un imbécile, quoi. Donc, tout ça pour te dire, si tu veux, pour te répondre que pour moi, en fait, si tu veux, quand même si les indices ne font que monter, etc., la meilleure manière de gérer, si tu veux, ces émotions, et dans les émotions, je mets la frustration, parce que pour moi, c'est la pire émotion, c'est la frustration, en fait. Pour moi, la frustration, c'est ce qui fait enclencher les conneries. C'est même pas la peur, c'est la frustration. Parce que la peur, souvent, est née d'une frustration. C'est-à-dire que tu as la frustration d'avoir payé plus cher que ton voisin. C'est vrai. Donc, tu vends pour acheter moins cher pour espérer avoir un meilleur prix. Donc, c'est la frustration. Donc, moi, je pense que voilà, il faut essayer toujours de gérer ces émotions-là, quoi.
Ok. Et si on finit sur une question sur ta vision sur le marché, alors pour ne pas être biaisé, on va faire un scénario 50-50. Euh, quel élément déclencheur fera que les marchés sont rassurés et on part à la hausse? Et inversement, c'est sur le scénario 50% de baisse, quel élément fera qu'il va déclencher une chute sur les indices ou sur les actions d'une manière générale? Bon, évidemment, c'est hyper compliqué, hein. Maintenant, alors tu peux avoir un événement inconnu, aujourd'hui improbable, enfin improbable, une guerre, tu peux avoir un Covid numéro 4, tu peux avoir Géopolitique, ok, ouais, ça va, ouais, c'est une vrai. météorite. Bon, ça, je le mets, si tu veux, on va pas en parler parce que, bon, pour le coup, voilà, tu peux avoir n'importe quoi. Les extraterrestres qui débarquent porte d'Auteuil, enfin bon, tu peux avoir plein de choses. Tu sais C'est que vrai. d'ailleurs, il y a des banques qui ont fait des scénarios très sérieux, hein, qui ont fait des simulations sur comment réagiraient les marchés. D'ailleurs, c'est cette année, c'est une étude de cette année. J'ai lu l'étude très, très intéressante. Je crois qu'elle est sortie au mois de janvier, où il y a une nana, une experte, qui a fait l'étude de comment réagiraient les marchés si demain les extraterrestres débarquaient dans le monde. Ouais. Ah non, mais Faut le pricer, c'est très pourquoi pas, sérieux. ouais, 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 c'est c'est... très sérieux. Bon, c'est quand même relativement peu probable, quoique. Donc, si tu veux, euh, pour moi, le risque principal aujourd'hui, c'est l'argent. C'est-à-dire l'argent, pas le métal, hein, l'argent, la finance. Parce que effectivement, on est devant une dette qui est colossale, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, si je devais pricer, si je devais donner, pour moi, le principal risque, c'est un risque financier, quoi. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est le principal risque. On aura très certainement des éléments qui nous préviendront. Alors, le taux de chômage sera un élément précurseur, mais derrière, on aura certainement une explosion des taux. On aura peut-être voilà, des choses comme ça. Mais ça peut arriver très vite, quoi. Donc, il faut comprendre que c'est difficile aussi de se préparer à ce genre d'événement. Moi, voilà. Aujourd'hui, le principal risque, c'est la crise financière, pour moi. C'est une crise financière comme on a eu en 2008, quoi, quelque chose comme Ok, ça. Il faut quand même dire que les banques sont beaucoup plus solides qu'en 2008. Il faut quand même le dire. Donc, pour moi, les probabilités sont moins grandes quand même qu'en 2008. Tu me diras, en 2008, personne ne se doutait, hein. c'est vrai. Mais bon, elles sont quand même moins grandes. Mais ça reste quand même pour moi le principal risque aujourd'hui de ce marché-là. C'est une explosion du taux de chômage et derrière une explosion effectivement en mode de crise financière, etc. Voilà. Ok. Et l'élément qui va rassurer les marchés pour aller chercher, comme par exemple pour les indices US, des ATH, c'est plutôt quoi? Tu penses que c'est plus les annonces, par exemple, prochainement de la Fed, euh, Trump, alors, est-ce qu'il peut, je sais pas comment il peut faire, mais peut-être il peut jouer sur sur cette hausse en se mettant, bah voilà, en enlevant les taxes, etc. Ou est-ce qu'il y a un élément qui va vraiment nous pousser à se dire, OK, oui, c'est haut, mais vu les conditions de marché, le contexte en ce moment, eh ben, il faut acheter, on va pas se mettre à shorter, même si c'est des ATH. Donc, c'est là où c'est un peu... J'ai du mal. Alors, ce sera de toute façon, comme d'habitude, hein, un assouplissement comment dire, des conditions de crédit. Ce sera toujours. De toute façon, aujourd'hui, les marchés, ils sont nourris par ça. Ils sont nourris par le pognon, par l'impression monétaire, par d'autres. Ce sera très certainement encore ça. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à croire qu'il y ait une raison. Alors après, il y aura des éléments, une fin de guerre en Ukraine, bon, voilà, des éléments qui Oui, pourraient effectivement donner un peu de. Mais sinon, j'ai du mal à croire qu'il y aura un événement moteur qui va faire que tout à coup, en quelques mois, les marchés vont prendre 20%. Pour moi, si c'est le cas, là, pour le coup, c'est possible. Mais là, oui, pour bien le coup, sûr. c'est qu'on rentrera dans un marché qui rentre dans une dynamique où, allez, on joue à fond la dernière exponentielle en mode bulle, pour le coup, véritablement. Et, euh, et là, par contre, ça durera le temps que ça durera, mais ça finira comme ça a toujours fini, mal. Ok. Voilà. C'est pas mon scénario privilégié, hein. C'est pas mon scénario privilégié. Moi, je pense que l'année dernière, je le disais déjà, et depuis quelques mois, ça me donne raison. Je pense qu'en fait, on s'oriente tout simplement vers un marché qui se normalise.
qui se normalise en mode range pendant plusieurs années, comme on a eu d'ailleurs à chaque période où les métaux précieux ont surperformé le S&P 500. Ces Mhm. périodes-là ont toujours correspondu à des périodes de range sur les indices américains, plus D'accord. ou moins longs en termes de temps. Mais voilà, ça a tout le temps été des périodes où tu as eu des indices américains qui se sont mis dans des ranges de 10, 15, 20% pendant un an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Et oui, tu as eu de la volatilité entre les bornes hautes et les bornes basses, mais finalement, quand tu as pris du recul quelques années plus tard, tu te dis, ben, finalement, Mhm. le marché n'a rien fait, C'est ça, ça. voire même il a baissé si tu as un dollar qui baisse, comme ça a été le cas Oui, ces derniers mois. Parce que ça encore, nous, on regarde le S&P 500 avec nos jeux d'Européens, mais les Américains, oui, ces derniers mois, ils ont perdu de l'argent sur les c'est marchés. vrai. C'est vrai, avec la baisse du dollar. Donc voilà, et tu l'as très bien dit, le Dow Jones, lui, par contre, il surperforme Oui, le dollar, oui. parce qu'il a plus de value. Parce qu'il a plus de value. Donc, et tu as des dossiers tech qui, encore une fois, comme Microsoft, qui depuis Microsoft est revenu sur ses niveaux d'il y a 2 ans. Si tu as acheté Microsoft il y a 2 ans, tu n'as pas gagné d'argent au moment où on se Ouais. parle. Voilà. Tu en as même perdu avec le taux de change. Ouais. Et bloquer une partie de son capital qu'on n'a pas pu investir ailleurs aussi. Donc, c'est En voilà, plus. c'est limite de la perte que un investissement flat qui reste à zéro. C'est En limite plus, et c'est perdant, pour ouais. ça, si tu veux, pour moi, si tu veux, la qualité qu'il faut avoir. Pour répondre à ta question précédente, est-ce qu'il faut investir, pas investir? Pour moi, il faut investir, mais à condition d'avoir une qualité exceptionnellissime, c'est la sélectivité. Être sélectif, hyper sélectif, et j'ajoute, mais ça colle avec sélectif, exigeant. Oui, Exigeant. Parce que si tu as acheté Microsoft il y a un an, tu as perdu de l'argent. oui, Voilà. Donc, si tu l'achètes maintenant, peut-être tu vas en gagner. Est-ce que Microsoft est une entreprise différente d'il y a un an? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Donc, si tu veux, c'est bien gentil de dire voici les plus belles actions, mais moi, ça ne m'intéresse pas que tu me donnes les plus belles actions. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises tu les achètes, à quel prix tu les achètes. c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Donc, exigence, je pense que la différence va se faire là-dedans. Les investisseurs qui vont être le plus exigeants sur les niveaux de prix, quitte à rater des opportunités, quitte à rater derrière auront certainement les meilleures performances dans les années à venir. Voilà. C'est ma conviction. Ouais, Ok, et ben c'est parfait, Tino. En tout cas, merci beaucoup mais déjà, pour avoir accepté l'invitation. un plaisir. D'avoir traité un sujet, moi, que je trouve en tout cas très important, que j'entends parler autour de moi souvent. Et j'espère qu'on va se trouver très prochainement sur d'autres vidéos, d'autres analyses. Pourquoi pas d'analyser ton portefeuille, que moi je trouve très intéressant de parler de ça en détail. Et Portefeuille Forteresse, ouais, ouais, bien sûr, tu as raison. avec plaisir. Puis surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, donc le podcast de la bourse, et qui est très très intéressant. Il y a des sujets qui sont importants. Et puis on se retrouve très prochainement. Merci mille fois, merci pour ton invitation et quand tu veux, avec plaisir. Avec plaisir. Au Merci, Tino. revoir tout le monde.